Nous sommes réunis pour rendre hommage à Henri Borland, décédé le 3 décembre 2024, excusez-moi. Je voudrais d'abord saluer sa famille. Ella. Dans son livre « Merci d'avoir survécu », Henri a écrit « À Ella, mon épouse, ma compagne depuis un demi-siècle, qui m'a aidé, encouragé, conseillé, corrigé, sans laquelle ce livre n'existerait pas, et bien d'autres choses. » Je voudrais saluer aussi sa sœur Raymonde, qui est là, son neveu chéri Armand, et Valentine, bien sûr, qui prendra la parole, sa plus jeune fille. Et puis tous les autres, cette très nombreuse descendance, petits-enfants, arrière-petits-enfants, dans laquelle je suis un peu perdu, je l'avoue. Je voudrais saluer aussi la représentante du convoi 8, qui est parmi nous, convoi parti d'Angers en juillet 1942. Seul convoi parti d'Angers. Et Henri était dans ce convoi. En 1991, Geoffrey Hartman, qui avait fondé à l'université Yale les Fortunow Video Archives for Holocaust Testimonies, me demandait de créer l'antenne française. Avec un petit groupe, parmi nous Claudine Drame, nous avons commencé à enregistrer les témoignages de survivants de la déportation en France. J'habitais alors au 5e étage droite du 7 de la rue Taylor. Au 5e étage gauche du 7 de la rue Taylor habitait Jacques Altman, que je salue puisqu'il a largement maintenant dépassé les 100 ans et il est encore parmi nous. Il ne cessait de me dire « Il faut que vous interviewez mon ami Henri Borland » et plein d'admiration dans sa voix, il ajoutait « Il est médecin ». Henri et Jacques ont été liés d'une amitié indéfectible jusqu'à la disparition d'Henri. Et je me souviens de lui aux côtés d'Ella, au Père-Lachaise, lors des obsèques d'Henri. Ce témoignage, nous l'avons fait en 1992 et c'est Claudine Drame qui mena l'entretien, vous allez le voir. Cette année, 1992, peut-être fin 91, je ne suis pas sûr, marque le début de notre amitié, de ma presque cooptation comme membre d'honneur de la famille Borland, ce dont je ne parlerai pas, et de la carrière, entre guillemets, d'Henri comme témoin. C'est ce premier témoignage qui a déclenché le désir de témoignage. Une vie de témoin qui dura pratiquement 30 années. Je crois que Yanis Reder et Barbara évoqueront ce compagnonnage avec Henri témoin. Henri écrit dans « Merci d'avoir survécu », « Je ne me suis jamais lassé de parler ». Henri a ensuite rejoint notre petit groupe, notre petite équipe, avant qu'elle n'explose, car souvent dans les groupes il y a des conflits, et que nous nous brouillons les unes avec les autres. De toute façon, notre expérience était close avec l'irruption dans l'histoire du témoignage de Spielberg, qui était d'une dimension industrielle par rapport à nous, qui n'étions que des artisans. Henri aimait raconter, mais il a aussi beaucoup aimé recueillir les témoignages des autres. Henri a aussi été administrateur de la Fondation pour la mémoire de la déportation et lié d'une très grande amitié avec Denise Vernet. Et c'est Denise Vernet qui, à la mairie du 13e arrondissement, qui était l'arrondissement où Henri avait vécu son enfance, rue des Châteaux des Rentiers, c'est donc Denise Vernet qui lui a remis la Légion d'honneur. Dans ce cadre, Henri a participé à la réalisation d'un CD-ROM, c'était à l'époque pionnier, ça nous semble aujourd'hui le Moyen-Âge. Henri a aussi participé à l'édition DVD des 14 récits d'Auschwitz par MK2 et il a réalisé lui-même un film de montage sur la libération et le retour de déportation. Il a témoigné partout, à Vienne, à Madrid, aux États-Unis, au Québec, à Montréal et aussi en Allemagne. Enfin, pendant des années, il a été membre
de la commission mémoire de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et aussi du comité qui sélectionne et choisit les témoignages. Voilà, j'en ai fini et je vais laisser Yanis et Barbara qui parlent le premier, c'est Yanis. Donc Yanis Röder, Yanis est responsable. Ah, on va regarder, tu as raison. C'est moi qui perds les pédales, désolé. On va regarder ce témoignage, le premier témoignage d'Henri. C'est un témoignage séminal parce qu'il est devenu témoin après et c'est un témoignage, n'est-ce pas, Ella, qui lui a été très utile quand il a fait son livre. Et vous verrez, vous avez connu Henri, qui avait déjà quelques années de plus. Je parle à Yanis, à Barbara et puis à d'autres dans la salle. Vous verrez comment il était 30 années plus jeune et qu'est-ce que ça veut dire un premier témoignage par rapport au témoignage très rodé ensuite que nous entendons des déportés. Donc je suis désolé d'avoir oublié ce témoignage alors que j'ai tellement insisté auprès de Louise pour qu'elle arrive à le récupérer à Yale aux États-Unis. Donc on écoute Henri. Bonjour à toutes et à tous. C'est très émouvant de revoir Henri et d'entendre sa voix. Sa voix, je l'ai tellement entendue lors des multiples témoignages auxquels j'ai assisté. Et j'en suis désolé, mais je suis obligé de parler un peu de moi parce que ma rencontre avec Henri, il faut la contextualiser. Moi, je suis arrivé au mémorial de la Shoah, qui s'appelait à l'époque Mémorial du martyr juif inconnu, centre de documentation juive contemporaine, en 1994. À la fin de l'année, novembre 1994. Le directeur, Jacques Fredge, m'avait embauché à la pige, comme étudiant, pour faire visiter l'exposition de l'époque qui s'appelait De Drancy à Auschwitz. Et son idée était de coupler cette visite de l'exposition avec un témoignage d'un ancien déporté. J'avais, moi, d'anciens déportés dans ma famille, mais je ne connaissais pas leur histoire, ils ne me l'ont jamais raconté. Et donc, subitement, à la fin de l'année 1994, j'avais 22 ans, 3 ou 4 fois par semaine, j'entendais un déporté raconter son histoire. J'ai entendu Fanny Segal, Ida Grinspan, Charles Baron, Henri Wolf et beaucoup d'autres. Et au début de l'année 1995 est arrivé un monsieur que je ne connaissais pas et qui s'est présenté à moi. J'avais ma petite feuille visite du jour avec marqué Henri Borland. Et donc j'ai rencontré ce monsieur. Je lui ai dit voilà comment ça va se passer aujourd'hui et vous raconterez votre histoire. Bien, il ne me dit rien. Et arrive le moment de son témoignage. Il raconte son histoire, où j'ai retrouvé évidemment beaucoup de choses. J'ai tout de suite noté que Henri, contrairement aux autres déportés que j'entendais régulièrement, ne disait pas mon père ou ma mère, mais disait papa et maman. Et j'ai tout de suite entendu chez Henri une sensibilité que je n'entendais pas forcément par ailleurs. Le témoignage a pris fin, c'était son premier témoignage avec moi, c'était peut-être d'ailleurs, je ne sais pas, son premier témoignage avec des élèves, j'en sais rien. Il est venu vers moi et il m'a dit dis-moi, faut pas être émotif comme ça, hein, parce que si tu es émotif comme ça à chaque fois, tu vas pas y arriver. Hein. Alors je lui ai dit excusez-moi monsieur, et il me dit non, moi c'est pas monsieur, c'est Henri. Je dis excusez-moi Henri, mais j'ai enterré mon papa il y a 15 jours et votre histoire me bouleverse. Et là, Henri m'a regardé, il m'a pris la main. J'ai vu les larmes arriver à ses yeux. Et il m'a dit, viens, je t'emmène manger un morceau. Et on est allé, je m'en souviens comme si c'était hier, chez Marianne,
rue des Rosiers. On est allé chez Marianne, rue des Rosiers, et on a parlé tout l'après-midi. Et quand on a parlé, il m'a parlé de son histoire, et il m'a demandé, et toi, d'où tu viens? C'est quoi ton histoire à toi? Moi, j'avais 22 ans, alors mon histoire n'était pas très grande, et puis par rapport à Henri, c'était pas grand-chose. Et puis on a parlé de la culture juive, etc. Et on a parlé de chansons. Et on a parlé de Hayedi Shemam. Et il a commencé à chanter dans le restaurant, Hayedi Shemam. Es gibt nicht besser in der Welt, Hayedi Shemam, aber wie better wenn sie fällt. Et il chantait comme ça. Moi, il chantait doucement, hein, c'était pas non plus, il a pas bouleversé le restaurant. Mais je me souviens encore de son émotion, parce que Henri, quand il parlait de sa maman, était toujours gagné par l'émotion. Et ça, c'était quelque chose de très fort que je voyais chez lui. Et d'ailleurs, mon jeune frère, qui a fait des études de psychologie, a fait un travail avec Henri sur le fait que, il expliquerait beaucoup mieux que moi, mais sur le fait que l'assurance que lui a donnée sa mère a sûrement joué dans sa faculté à survivre, en fait, dans des situations extrêmement compliquées. À partir de ce moment-là, Henri a témoigné régulièrement au mémorial de la Shoah. Et je le voyais très régulièrement, je l'appelais. Je disais, Henri, j'ai une classe de première, une classe de terminale, jeudi, vendredi, est-ce que tu peux? Il disait, oui, je viens. Il venait très souvent, mais il me disait aussi, tu sais, laisse-moi 2-3 jours entre les témoignages. Parce que quand je témoigne, après j'y pense. Après j'y pense et c'est difficile. Alors je ne l'appelais pas toutes les semaines, mais quand je ne l'appelais pas, il m'appelait. Et il me disait, pourquoi tu ne m'appelles pas? Je ne savais plus trop quoi faire, donc je l'appelais et il venait très régulièrement. Et pendant ces années-là, 1995, 96, 97, il a énormément témoigné, très souvent. Et son témoignage avait ceci d'extraordinaire, c'est que Henri avait une faculté à s'adapter au public qu'il avait en face de lui. Et son témoignage n'était pas... J'entendais Annette tout à l'heure qui disait que voilà, il y avait des témoignages formatés, c'est vrai qu'il y avait des témoignages formatés. Et celui d'Henri, à force, l'a été un petit peu, nécessairement. Mais il savait s'adapter au public. Quand il avait une classe de troisième, il ne parlait pas de la même manière, forcément, que quand il avait une classe de terminale. Il savait varier son discours, l'adapter, et toujours le rendre extrêmement humain. Et je me souviens, alors le geste qu'il a fait là, que l'on va faire systématiquement, et effectivement, systématiquement, il disait son numéro 51 055 en français, en yiddish, en polonais, en russe, je l'ai même entendu dire en hongrois. Et c'était des gestes qu'il répétait. Et puis après, quand j'ai eu à m'occuper, un peu plus tard, hein, j'ai eu à m'occuper de la formation des enseignants, je me suis dit qu'il fallait absolument que les enseignants qui étaient en formation aient la possibilité d'entendre Henri. Et donc, lors des universités d'été du mémorial de la Shoah, j'ai fait intervenir Henri, mais je le faisais toujours intervenir en couple si j'ose dire, avec Ida Grinspan, de manière à ce qu'une femme et un homme témoignent de leur expérience. Et ils s'entendaient comme larron en foire, ces deux-là, ils connaissaient leur récit par cœur, l'un et l'autre, et ils se laissaient la parole. Je revois Henri dire, non, mais ça c'est toi qui vas le raconter. Et donc ils déroulaient leur discours plein d'humanité, qui touchait énormément les enseignants. J'ai dans mon téléphone d'ailleurs une photo où je suis au milieu, et j'avais Henri d'un côté, Ida de l'autre, et nous étions ensemble avec Henri aux obsèques d'Ida en 2018. Et je me souviens de ce jour-là où nous avions discuté, Henri et moi, de ce passé, justement, de ce passé qui était passé trop vite. À l'époque où j'ai rencontré Henri en 95, il devait avoir 67 ans, je crois. Moi, j'avais 22 ans. Pour moi, c'était un vieux monsieur.
Aujourd'hui, je relativiserai les choses. Mais c'était une rencontre... il a raconté tellement de choses que je pourrais vous dire. J'aurais juste terminé par une petite anecdote avant de céder la parole à Barbara. Alors d'abord, 2 anecdotes. La première, c'est, moi, ça m'intéressait de savoir, la question qui a été posée sur le rapport à la judéité, ça m'intéressait. Et donc je lui ai demandé un jour, mais Henri, quel rapport toi tu as J'ai pas dit judéité, j'ai dit judaïsme. Il me dit, oh moi, tu sais, je sais, hein, il a dit à peu près la même chose, mais il m'a dit, bon, puis tu sais, j'ai épousé une Allemande. Je lui ai dit, c'est pas grave, hein, Henri, hein, t'en veux pas. Et ça m'avait fait sourire parce que il avait un petit sourire au coin de la bouche quand il m'avait dit ça. Je le revois encore. Et vous savez, Henri était médecin, bien sûr, mais il est un des premiers en France à avoir introduit l'ostéopathie. Et moi, je jouais beaucoup au rugby, donc je me faisais beaucoup mal. Et quand un jour Henri il m'a vu, j'étais comme ça, j'étais pas bien, il me dit, t'as un petit problème au cervical? Je dis, ouais, j'ai pris un coup, etc. Il me dit, attends, pousse ça là. Hop. Il m'a installé sur une table, on était au 3e étage ici, à l'époque du mémorial des martyrs juifs inconnus. Il m'a installé, il m'a couché, il a pris ma tête comme ça, il fait, clac, ah ouais, t'avais un petit bec de perroquet, je m'en souviens, il m'a dit bec de perroquet. Et après, quand je le voyais, toutes les semaines, il fait, ça va, cette semaine, t'as pas mal au dos, ça va. Et régulièrement, il me remettait les cervicales en place. Voilà. Ça m'a économisé beaucoup de séances d'ostéopathie. Et après, il me demandait toujours si ça allait, voilà, les cervicales. Voilà, je vais céder la parole à Barbara. Je dois dire que j'ai un immense regret, c'est de ne pas avoir pu assister aux obsèques d'Henri. J'étais, à ce moment-là, je devais assurer une formation en Martinique. Et j'étais pas là. Ce jour-là, j'y ai pensé très fort. J'ai pensé à toi, Ella. J'ai pensé à vous, ces filles. Voilà, et ça a été, c'est vraiment un grand regret parce que voilà, Henri était un ami et voilà. Voilà, merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler aujourd'hui. Alors c'est drôle parce qu'on a exactement le même lien originel avec Henri. Je me dis qu'on est nombreux au mémorial, ces orphelins qui ont eu une compensation grâce à Henri et qui nous a repérés avec son regard scrutateur et qui ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on a été nombreux à bénéficier de ces séances d'ostéopathie. Alors, chère Ella, chère Valentine, cher Henri, là, je vais mélanger tous les temps, le présent, le passé, le futur, et je vais m'adresser à Henri directement pour faire entendre sa voix. Je vais vous parler de son regard. D'abord, ce regard clinique de thérapeute, il scrute, il transperce, et il fait jaillir la lumière de celui que tu observes. Je me souviens des séances de la commission pédagogique et présidée par Alice Tajman, qui est aussi avec nous. Et tu imposais beaucoup avec ta complice, Ida. Et tu semblais attentif et extrêmement soucieux des enjeux de l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Cette question est restée pour toi essentielle et tu connaissais pertinemment les limites de cet exercice. Je me souviens aussi des séances que l'on organisait avec Daniel Ben-Simon, qui n'a pas pu être là, pour les professeurs de l'Académie de Paris. L'auditorium, c'était ici, hein, l'auditorium était plein à craquer, on devait rajouter des séances supplémentaires. Et effectivement, tu déroulais un récit bien maîtrisé. Et ta voix se brisait à chaque fois que tu parlais des Justes, de cette guérisseuse qui est venue voir ta mère au moment de ta arrestation et qui lui a dit « Prenez toutes mes économies, vous en aurez plus besoin que moi ». Et je me souviens aussi de l'émotion qui t'étreignait quand tu parlais du cheminot qui a ramassé le petit billet que tu avais jeté du train et qui l'a posté à l'adresse de ta mère, en rajoutant un mot écrit sur une page d'écolier avec un message très fort de solidarité et d'encouragement. À la fin de chaque séance,
on avait l'habitude de faire parler les professeurs, donc il y avait un moment d'échange, et je redoutais les questions maladroites qui quelquefois pouvaient être indécentes. Et tu me chuchotais tout bas, en fait ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris la fin, ils n'ont rien compris la fin qui génère cette humiliation, cette déshumanisation. Et tu disais, quand tout déporté, il y a un humilié qui sommeille. Et impuissante, le cœur serré, je te regardais partir vers le bus, le 96, juste à la sortie du mémorial. Tu refusais de prendre un taxi, avec ce regard voilé de celui qui n'est pas revenu des camps. Moi, je préfère me souvenir du regard expiègle de celui qui est resté dans les jupes de sa mère. Ça, c'est ton expression. Je l'ai découvert en t'accompagnant en commémoration organisée par Patrice Léonie et Martine Bayot qui sont ici. Les commémorations de ton école, l'école de la rue Baudricourt, où sur la plaque sont inscrits ton nom et celui de ton frère. Ces directeurs d'école ont su fédérer à la fois l'équipe enseignante, les professeurs de musique de la ville de Paris, les élèves, et les enfants, bien entendu. Et c'était un moment très fort, un moment de grâce aussi, de grande dignité. Et je sais que tu repartais vraiment, ça te réchauffait le cœur. Et sur le chemin du retour, tu me montrais la cour de ton immeuble, 159 rue du Château des Rentiers. Et là, commençait un grand périple. Le 13e arrondissement devenait un grand Chelm. Saupoudré d'odeurs, de Geigtelebe, de foie haché, de Käskirchen, de gâteau au fromage. Et nous improvisions une comédie musicale avec des tubes en yiddish que l'on écorchait avec jubilation. Et ta famille devenait un petit peu ma famille. Tes grands-parents maternels qui ont fui les pogroms de Kishinev et qui se sont installés en France avec leurs 3 filles, assassinées à Auschwitz en mars 1943. Sarah, ta grand-mère, institutrice peut-être, écrivain public sûrement. Ton grand-père Hirsch, qui deviendra brocanteur au marché aux puces à Saint-Ouen. Ils habitaient le 18e arrondissement et t'aimes évoquer ce monde de femmes où on est pauvre mais solidaire. Les sœurs dont ta mère vont à l'école, elles obtiennent leur certificat et elles chantent de temps en temps des mélopées hébraïques. Ta tante écrit des poèmes et fréquente les surréalistes. André Breton parle de leur rencontre dans son roman Nadia. Résistance communiste, elle sera déportée à Ravensbrück et assassinée à Auschwitz. Ton père, lui, est né à Odessa. Il déserte l'armée tsariste. Il rêve de venir en France. Ta mère tombe amoureuse de ce prince charmant, doux, élégant, sportif. Il aime nager, faire des balades à vélo, du patin à glace. Un couple uni par l'amour et l'exil. Ils auront 10 enfants. Le bonheur d'être en France s'est transformé en bonheur d'être français 1 mois avant ta naissance en 1927. Tu t'appelles Hirsch, mais Bernard te nomme Henri. Ça sonne plus français. Et ta 4e sœur s'appelle France. Ton père exerce le métier de tailleur. Sur l'enseigne de son atelier à Montmartre, on peut lire « Jetez un coup d'œil ». Tu te souviens du réveil matinal pour partir à la chasse au trésor, aux Halles, et revenir victorieux avec des cajots remplis de nourriture. Le mot bonheur revient à chaque page de cette partie-là de ton parcours. Qu'il est doux d'imaginer un monde merveilleux quand l'album de famille est rempli de vide par la suite. La suite, nous l'avons évoqué précédemment. La famille s'est brisée le 15 juillet 1942. Quand on se quittait, Henri, tu avais l'habitude de me prendre très fort par le bras et tu commençais la phrase en disant « tu sais » et tu faisais un petit débrief de la journée qu'on avait passée ensemble. Et cette empreinte sur mon bras, aujourd'hui, je la garde précieusement comme... excusez-moi. Je disais que cette empreinte, pour moi, c'est un point d'ancrage. C'est un nekudat pnimit,
comme une boussole qui permet de te suivre dans ce parcours d'homme courageux, digne, intègre, chaleureux, humain, bienveillant, on le sait de par ton métier. En fait, un parcours de mensch. À la fin de ton témoignage, tu exauçais le vœu que les jeunes, je ne sais plus comment tu formulais ça, que les jeunes aient confiance en la vie. Et aujourd'hui, avec le contexte dans lequel on vit, je me dis que nous vivrons. Et nous vivrons à travers toi et grâce à toi. Zagizin Saleh. Je vais laisser la parole à Delphine Orviller, qui va peut-être nous éclairer sur l'expression Nekodat Pnimit que j'ai eue de la part du rabbin Kaufmann. Bonjour à tous. Quelle émotion d'être là à vos côtés. Comme beaucoup de gens qui se tiennent ici, et en me tenant à vos côtés, j'ai, moi aussi, comme Yanis l'a dit il y a un instant, j'ai la voix d'Henri dans la tête. J'ai le son de sa voix et ses intonations et des expressions. Je l'ai souvent entendu apporter des témoignages, des prises de parole, parfois sur les réseaux, ou par écran interposé, ou dans des émissions de télé. Et sa voix qu'on vient d'entendre est très vivante dans nos souvenirs. Je dois vous avouer que dans les prises de parole d'Henri Borland, quelque chose m'a toujours marqué. Je devrais dire en fait deux choses particulièrement. La première, c'est que je m'étonnais toujours des émotions portées par son discours. Il y avait parfois de la tristesse quand il évoquait ceux qui n'étaient pas revenus, parfois de la gratitude, ça a été dit il y a un instant, vis-à-vis de ceux qui l'avaient aidé, de l'humour, de la nostalgie, mais une émotion semblait comme absente, c'était l'émotion de la colère. Henri, malgré tout ce qu'il avait vécu, semblait pas hargneux ou dans la colère. Et j'avoue que j'ai souvent tenté de comprendre pourquoi et comment. Et la deuxième chose qui m'a marquée toujours dans son discours, c'est que, et on l'a entendu encore il y a un instant, dans tous ces témoignages ou presque, venait toujours un moment où Henri disait à son interlocuteur une phrase ou une expression en allemand. Très souvent, voilà, il ajoutait « tu comprends l'allemand, tu connais cette expression en allemand ?» et il donnait, on l'a entendu il y a un instant, son numéro de matricule en allemand, ou citait une expression ou une autre, et ça m'étonnait sans doute parce que dans ma famille, cette langue, c'était un véritable tabou. Il n'était pas question dans ma famille d'utiliser cette langue. Et je me demandais souvent comment lui, qui avait vécu tout ce qu'il avait vécu, était capable de le parler avec amour, avec tendresse dans la voix quand il utilisait ce langage. Je savais pas quelle était pour lui la langue de l'amour, la langue aussi de sa bien-aimée. Et là... mais je pense que ces deux éléments de son discours racontent en fait une seule et même chose. Henri était un homme qui semblait avoir su construire, après l'épreuve et la tragédie, une sorte d'amour particulier de l'humain. Quelque chose de remarquable qui lui a permis de choisir toujours quelque chose que j'appellerais la menschitude, même si c'est un mot qui n'existe pas en français... Une menschitude, voilà, c'est un mot qu'il faudrait inventer pour le raconter. Henri Borland a choisi la médecine et le soin aux autres. Il a choisi la foi en la démocratie, en l'Europe, en l'amitié entre les hommes, en l'amitié entre les peuples, le choix de l'avenir, le refus du tribalisme, de l'entre-soi au profit d'une rencontre avec l'autre encore et toujours possible. Et si vous me demandez comment il a fait, je ne saurais pas vous répondre. Il était tout simplement celui-là. Alors, est-ce que c'était un héritage familial? Est-ce que c'était un talent qui lui venait peut-être de ses ancêtres, de ses parents ou de sa fratrie, de ses 9 enfants Borland qui lui ont appris à vivre la fraternité? Est-ce qu'il était né avec cette qualité? Est-ce que l'épreuve qu'il a traversée, la traversée de l'innommable, lui avait appris à transcender
la rage, je ne sais pas. Et en fait, nul ne sait pourquoi on devient ce qu'on devient, pourquoi on est ce qu'on est, d'où viennent ces talents ou cette force d'âme. Il y a un autre paradoxe que je voudrais pointer, et peut-être que Valentine, dans un instant, en parlera, et je sais qu'elle le ferait bien mieux que moi, ce que je pourrais appeler le paradoxe de à qui s'adresse Henri, la question de à qui il s'adresse dans sa prise de parole, parce que on l'a vu et on en a tous été témoins, il savait parler aux inconnus de son expérience des camps, aux prisonniers, aux écoliers, aux anonymes, à des spectateurs d'émissions de télé ou de radio ou de médias. Il savait raconter très bien à des gens qu'il ne connaissait pas vraiment, mais il lui était sans doute beaucoup plus difficile, voire impossible, de parler à ses enfants. C'est très difficile de porter un témoignage dans la sphère de l'intime. Beaucoup de gens en ont parlé. Il racontait, je crois, qu'au retour des camps, sa famille n'avait pas pu lui poser de questions, que quand il commençait à ébaucher un récit, par exemple, à table, quelqu'un disait « passe-moi le sel », ce qui voulait dire « passons à autre chose ». Et de cette difficulté à être entendu, il avait fini peut-être par renoncer à dire dans la sphère de l'intime. Il expliquait aussi qu'il ne voyait pas l'intérêt de faire des cauchemars, peut-être à ses enfants ou à ses petits-enfants. Mais comme tous les enfants ou les petits-enfants de déportés, vous savez comme moi que l'on sait, même quand on ne nous a pas raconté, même quand on ne nous a rien dit, quelque chose passe sans les mots et se transmet puissamment dans les silences, dans tout ce que la bouche ne parvient pas à dire. Il y a comme quelque chose qui sale, qui épice, qui relève tout ce qui se transmet. C'est beau cette expression en français que le sel relève un plat. Peut-être que quelque chose dans son silence vous permettait ou aspirait à ce que tout le monde se relève. Je voudrais ajouter un mot avant de passer la parole. Il se trouve que cette semaine, dans toutes les synagogues du monde, on a évoqué ce Shabbat une histoire célèbre dans la Bible qui parle d'autre chose, mais en fait exactement de ce que je viens de vous dire. Et je voudrais vous en dire un mot, même si je sais, ça a été dit que Henri n'était pas pratiquant au sens traditionnel du terme, mais je pense qu'il aurait pu s'identifier fortement à cette histoire. On raconte cette semaine dans la Bible l'histoire d'un petit garçon qui naît dans un temps où tous les enfants juifs de sa génération sont menacés de mort. Tous les enfants juifs de sa génération sont condamnés à mourir, sauf s'ils se cachent et sauf si leurs parents parviennent à les cacher. C'est bien sûr l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Moïse, qui fut caché et miraculeusement sauvé quand tant d'enfants de sa génération sont morts. C'est l'histoire d'un petit garçon qui survit à la catastrophe. Et ce petit garçon, c'est celui qui va devenir le porte-parole. Pas n'importe quel porte-parole, mais le plus grand porte-parole de l'histoire, de la Torah. Moïse, l'enfant qui survit à la catastrophe, est désigné pour porter la parole de tout un peuple, et il devient un guide, et il devient un mensch, il devient un grand homme. Mais Moïse, il n'est pas du tout sûr de pouvoir parler, et quand on le sollicite, il répond en hébreu « Lo ish devarim anochi » mais moi je ne suis pas un homme de parole, je ne parviendrai pas à parler. Pourquoi ça ? Demande le texte. Parce que, répond-on, Moïse répond « Ani kaved pe » je suis lourd de bouche. C'est une expression bizarre. Alors, la bouche de Moïse était lourde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment l'interprètent nos sages ? Certains nous disent que Moïse bégayait, qu'il avait un handicap de parole, un problème de diction. Mais non, répondent d'autres sages. La bouche de Moïse, elle est lourde parce que cet enfant hébreu savait aussi parler la langue de Pharaon, l'Égyptien, et du palais dans lequel il avait vécu. Sa bouche était lourde d'un bilinguisme. Il savait parler à la fois la langue de sa naissance et la langue du traumatisme et la langue de la douleur. Et malgré cela, ou précisément pour cela, c'est lui qui est choisi pour porter Devarim, les paroles de tout un peuple. Et je crois que l'homme que nous honorons aujourd'hui le ressemblait en cela beaucoup. Il était persuadé de ne pas pouvoir dire aux siens, d'avoir la bouche trop lourde pour parler, mais il fut un des grands témoins que sa génération a connu, et ses paroles et sa voix et son message résonnent bien au-delà de sa vie. Je voudrais remercier Ella, sa bien-aimée, de l'avoir accompagnée sur ce chemin de parole. Saluer sa fille, Valentine,
et à distance, Catherine, et honorer la mémoire de Daniel et Christiane. Aussi dire mon affection à ces 8 petits-enfants et les inviter à raconter longtemps à la nouvelle génération et à ceux qui viendront ensuite la chance et la bénédiction qui est la leur d'avoir eu un tel homme pour ancêtre. Merci Delphine. Maintenant, c'est Valentine qui va parler de son père, ce qui n'est pas facile. Et puis, on fera peut-être pas de transition. Peut-être que Valentine nous présentera elle-même ses 2 petits-neveux, je ne me trompe pas, ouais, qui vont lire des extraits du livre d'Henri. Merci d'avoir survécu. Puis on exploitera peut-être encore une fois Delphine pour lui demander de dire un dernier mot pour terminer cet hommage. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour. Alors, prendre la parole aujourd'hui devant vous, ici au mémorial, pour rendre hommage à mon père n'est pas un exercice simple. Tout d'abord, lui rendre hommage, c'est donner écho à tous les témoignages de sympathie que nous avons reçus depuis son décès. Au-delà de la sympathie, c'est aussi de l'admiration et de la reconnaissance que l'on nous a témoigné à son égard. Sa générosité, son humanité ont profondément marqué les esprits. Et votre présence en est la manifestation, je vous en remercie de tout cœur. Je suis la plus jeune fille d'Henri. Je suis née en 77. Je suis très jeune. Je suis une enfant de survivants, mais je suis née avec la génération des petits-enfants de survivants. Contrairement à mes sœurs, de plus de 15 ans mes aînées, j'ai grandi avec le témoignage des déportés alors que je n'étais encore qu'une adolescente. Non pas que mon père parlait de sa déportation à la maison, mais il était venu en parler dans ma classe de 3e. Non pas qu'on osait lui poser des questions à la maison, mais il y avait la vidéo de son témoignage, les interviews dans la presse, les enregistrements des autres déportés, les interventions dans les écoles, dans les prisons, dans les universités et partout dans le monde. C'est ce nouveau rôle de grand témoin qui a fait exister sa déportation dans notre cellule familiale. En 2010, il a écrit ce livre, Merci d'avoir survécu, son témoignage. La libération de la parole des déportés n'a rien changé à la grande pudeur qui était de rigueur à la maison concernant ce sujet. La souffrance, l'humiliation, la violence, la perte des êtres chers, les visions d'horreur, la faim, la maladie, tout ça était niché dans les silences. Juste un tatouage sur l'avant-bras, sur cette peau qui nous rassurait, sur ce bras qui nous enlaçait. C'était ce qu'il y avait de plus intime entre la déportation de mon père et nous. L'intime visible. Le reste, l'intime invisible, le traumatisme, a bien sûr su se frayer son chemin. Mais comment parler de toute l'horreur qu'on a subie, vue, traversée à ses enfants? Comment en parler intimement, tout court? C'est impossible, indicible. Et comment, en tant qu'enfant, penser la déportation de son père? C'est impossible. Savoir qu'il avait été déchu de son humanité, qu'on lui avait ôté toute dignité, savoir son corps affamé, meurtri, lui, un enfant de 15 ans, et pendant 3 années durant, c'était insoutenable. Non, en parler vraiment, c'était impossible. Mon père à moi, c'était le docteur Borland, un homme admiré, aimé, connu dans le quartier. Il soignait les gens, des familles entières. On lui confiait ses secrets, son corps, ses peines, la santé de ses enfants.
Il posait des diagnostics, il administrait des remèdes. Il avait accouché des femmes, constaté des décès, débloqué des cervicales de ministres. C'était un homme moderne. Il avait participé à la création du planning familial. Mon père à moi, il était beau, élégant, cultivé et gentil. Il connaissait toutes les poésies par cœur. Ses amis, sa femme l'aimaient profondément. Il avait l'esprit et le sourire. Il avait de l'esprit et le sourire espiègle qui remontait jusqu'à ses yeux bleus magnifiques. Ben non, en parler, c'était impossible. Croiser une photo, un texte ou un tableau qui évoquait la Shoah, ça donnait immédiatement envie de vomir. Et même moi, la petite dernière, née en 77, ayant grandi avec l'accès aux témoignages de mon père. Alors on n'en a pas parlé. Lui, pour ne pas nous faire souffrir, et nous, pour qu'il ne sache pas que nous souffrions malgré tout. À chacun de se réparer de son côté, à sa manière. Nous nous sommes simplement aimés, admirés, pudiquement, respectueusement. Il menait sa mission de grand témoin, a même été nommé officier de la Légion d'honneur, décoré par le président de la République. Il avait aussi reçu les palmes académiques de l'éducation nationale pour son travail dans les écoles. Et nous étions au rendez-vous, autour de lui, toujours très fiers. Il aimait beaucoup les honneurs. Lui, le fils d'immigrés russes, des HLM du 13e, qui n'a jamais cessé d'être. Et il les méritait bien. Sa dignité, il l'avait tellement retrouvée 1000 fois, 1 million de fois. Quelle leçon! Quelle leçon de la part de tous les survivants. Alors, au-delà de l'horreur et de la peine que la déportation représente pour les familles, à l'heure où les témoins s'en vont, qu'est-ce que mon père et les autres survivants nous ont transmis? Que laissent-ils au-delà de leurs témoignages? Des survivants de la Shoah, il nous reste une magnifique leçon de fraternité et de solidarité. Les survivants de la Shoah qui partageaient le vécu du martyr, de l'enfer, ont en retour formé une formidable communauté humaine. Une immense solidarité s'est mise en place entre eux. Ils sont toujours restés unis, présents les uns pour les autres, quelles que soient leurs origines, leur niveau social ou leur éducation. Après la déshumanisation, la fraternité de ces hommes et de ces femmes a été indéfectible et a joué un grand rôle dans leur reconstruction et leur épanouissement. Henri avait 18 ans quand il est rentré des camps, mais il n'avait pas le niveau de 3e. Aussi intelligent et motivé qu'il a été, c'est bien aussi grâce à une chaîne de solidarité humaine qui s'est formée autour de lui et aux institutions publiques qu'il a pu passer son bac et poursuivre ses études de médecine. La solidarité, le sens de la fraternité et de la sororité, une arme redoutable contre la barbarie. Henri est donc devenu médecin en 1956. Il aura eu 4 filles, 8 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, dont une partie est dans cette salle aujourd'hui. Nous sommes tous des héritiers de ce destin exceptionnel, de cette force de vie. Sa première fille, Christiane, était la fille d'Alice Ruff, une jeune femme rencontrée durant ses études de médecine à Strasbourg. Puis, il a eu Daniel, Catherine et moi, avec Hella Holst, de son nom de jeune fille. Hella, une Allemande, non juive. Elle avait fui l'Allemagne de l'Est pour l'Allemagne de l'Ouest à 10 ans, avec ses parents et ses sœurs. Ils se sont rencontrés à Paris en 1958. Henri avait appris l'allemand dans les camps. Ils étaient amoureux et libres. Libres de s'aimer au-delà de toute assignation identitaire. Mes parents, c'était la réconciliation historique avant l'heure. Ils se sont mariés en 1960. Henri avait 33 ans et ils ne se sont plus jamais quittés. 65 ans de vie commune, un couple hors du commun, dévoués l'un à l'autre, amoureux, jusqu'au dernier souffle d'Henri. Ils étaient vivants et ils ont vécu, au présent, sans pouvoir penser au lendemain, comme des enfants meurtris de la guerre qu'ils étaient. Ils ont eu une belle vie, longue et dense. Henri n'a pas transformé sa souffrance en haine ou en colère,
C'était un magnifique humaniste qui œuvrait pour la paix et le dialogue. Durant près de 30 ans, il a rendu visite aux jeunes générations pour raconter son histoire. Grâce aux invitations des enseignants, il a témoigné de sa déportation auprès des collégiens et lycéens de toute la France. Il s'était donné pour mission d'éveiller la conscience citoyenne des jeunes et de les mobiliser à prendre une part active dans la société. Il leur parlait de la démocratie, combien elle est précieuse, mais fragile, car elle donne à ses ennemis le droit de s'exprimer. Combien il faut la préserver et la défendre en allant voter. Il disait « Si on ne trouve pas le candidat de ses rêves, il faut choisir le moins mauvais », en écartant les gens qui tiennent des propos racistes ou xénophobes. On ne vote pas pour défendre ses propres intérêts, mais bien pour défendre l'intérêt général, la liberté de tous, afin de faire société commune. Il confiait plus tard « C'est pour cela qu'on témoigne, pas pour se plaindre surtout, pas pour se faire applaudir, pour défendre la démocratie. » À sa façon de raconter, à son hypersensibilité peut-être, à son charme, à sa manière d'être attentif à son auditoire, il réussissait à capter les gens, à faire émerger leur humanité, à les faire réfléchir. Il engageait volontairement le dialogue avec ceux qui lui étaient hostiles, qui le provoquaient. Il écoutait, il entendait et trouvait intelligemment un socle commun qui permettait de se rencontrer. Un jour qu'il échangeait avec des jeunes de cité qui s'étaient filmés en faisant des quenelles et avaient mis leurs vidéos sur Facebook, l'un d'eux a éclaté en sanglots et Henri l'a pris dans ses bras pour le consoler. Une autre fois, alors qu'il était allé témoigner en prison, au fond de la salle, un type l'insulte. « Vous vous prenez pour qui, les Juifs? Le centre de la terre? Vous croyez que vous êtes les seuls à souffrir ?» D'autres détenus s'excusent pour lui, ils sont gênés de son comportement. « Ferme ta gueule !» Henri demande qu'on laisse parler le type. Il avance vers le fond de la salle et s'assoit à côté de lui. Il l'écoute, ses origines, les guerres, l'histoire de son peuple, sa souffrance, la misère, la tôle. Il dialogue. Lui aussi est fils d'immigrés. Il crée des ponts entre eux. Henri explique qu'il n'est pas là pour se mettre en avant, mais pour œuvrer contre la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. Ils finissent par tomber dans les bras l'un de l'autre. Une autre fois encore, lors d'un stage civique ici au mémorial de la Shoah, où un jeune homme, Aurélien, condamné pour propos antisémites, est convoqué pour rencontrer un ancien déporté, c'est Henri qui accepte de le voir. Après cette rencontre très marquante, Aurélien écrira une lettre bouleversante à Henri. Henri garda pendant des années cette lettre dans la poche intérieure de sa veste de costume, non loin de sa Légion d'honneur. Comment défendre l'héritage d'Henri et des survivants aujourd'hui ? Face à la montée actuelle du fascisme, c'est à nous tous aujourd'hui de reprendre le flambeau et de poursuivre, de raconter notre histoire bien sûr, mais aussi de transmettre des valeurs de tolérance, de paix, d'espoir aux jeunes générations. De lui, à nous tous, cette foi en l'humanité. À nous de ne pas nous diviser, pas de repli identitaire, mais un combat commun contre la barbarie et la haine de l'autre, quel qu'il soit. Ne nous laissons pas aveugler par le chant des sirènes. Méfions-nous, comme de la peste, de ceux qui veulent qu'on se fasse la guerre. 50 ans nous séparaient, lui et moi, 2 générations. Et pourtant, nous avons été extrêmement complices. Il m'a accepté et aimé comme je suis. Et ça demandait pas mal d'ouverture d'esprit, croyez-moi. Et moi, je suis restée près de lui jusqu'à la fin. Gardons le dialogue ouvert avec la jeune génération. Ceux qui feront le monde de demain. Ils sont différents de nous. Ils évoluent dans un monde qui a beaucoup changé. La Seconde Guerre mondiale est loin pour eux. Écoutons-les et réfléchissons à comment nous pouvons les aider, leur donner de la force et de la confiance. Soyons humbles. Battons-nous pour que chacun puisse vivre dignement. Ne perdons jamais espoir. Vous voyez, vivre avec Henri au-delà de sa mort, ça n'est pas difficile, tant il aura su transmettre sa force, son sens de la fraternité et son humanité. Pour autant, il aurait sûrement exprimé tout cela plus subtilement que moi. Mais j'espère lui avoir fait honneur aujourd'hui.
Henri écrit à la fin de son livre « Ni pardon, ni oubli ». Plus tard, il ajoutera « Ni vengeance. J'ai préféré devenir médecin ». Merci. Alors, je vous présente Mélusine et Nathanaël, les arrière-petits-enfants d'Henri, qui vont aujourd'hui lire 2 extraits de son livre. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Vas-y. Quelquefois, le soir, nous évoquions nos familles entre nous. Et malgré nos efforts pour ne plus penser à ces souvenirs qui nous faisaient souffrir, nous ne pouvions nous empêcher de parler de nos parents. Et c'est probablement un des souvenirs les plus émouvants que je ne peux évoquer sans savoir les larmes aux yeux 50 ans plus tard. Ces soirs où la nostalgie se faisait insoutenable, où dans ce bloc de jeunes, les adolescents regroupés par nationalité chantaient à tour de rôle l'amour perdu de leur maman. Les Grecs de Salonique chantaient en judéo-espagnol, les Slovaques en yiddish. Nous écoutions tous bouleversés, le cœur serré. Il me semble bien que ce sont les seules larmes que j'ai vues couler à Auschwitz. Même nos bourreaux, comme touchés par la grâce, n'osaient pas nous interrompre. En sortant du camp, nous avons vu des prisonniers allemands, désarmés, encadrés par des soldats américains. Dans le camp des SS, j'avais trouvé des bottes d'officier que je m'étais empressée de mettre et une badine, comme celle des officiers, que j'avais accrochée à ma ceinture. Les 2 Américains étaient révoltés par ce qu'ils avaient vu. Ils m'ont dit « Vas-y, tape-leur dessus ». J'ai bondi de la Jeep avec ma badine quand je suis arrivée au niveau des prisonniers. Je suis restée stupide, mon bâton à la main, et je suis retournée tout penaud vers la Jeep. J'étais incapable de frapper, parce que les soldats n'étaient plus menaçants, parce qu'ils étaient prisonniers, parce qu'ils étaient désarmés, et que frapper n'était pas dans ma nature. On ne s'improvise pas bourreau. Je ne suis pas devenue tortionnaire. Je suis devenue médecin. Merci. Juste un mot alors à la demande d'Annette pour conclure ce moment de mémoire partagée avec vous. Ce que j'ai vu en entrant dans la salle tout à l'heure, au moment où je suis entrée, il y avait des arrières, je pense que c'est un arrière-petit enfant de juste à côté qui était là. Non, voilà, qu'il y avait une petite enfant qui était en train de lire C'est la famille, ouais, qui lisait un magazine. Alors je ne sais pas si tu l'as toujours ton magazine, mais dedans c'était un livre de jeu. Et quand je suis arrivée, tu étais en train, avec un stylo, de faire ce jeu auquel on a tous joué enfant, qui veut qu'on relie les points pour qu'apparaisse une forme. Et je pense à ça depuis tout à l'heure, parce que je me dis que c'est exactement ce qui nous revient de faire, nous, notre génération, que les déportés, mais ceux qui sont revenus par leurs paroles, par leurs témoignages et leur façon d'être au monde, ont placé comme des petits points dans nos vies, mais il n'y a que nous qui pouvons relier ces petits points, tracés comme des lacets pour que des formes apparaissent et pour qu'on sache vers où les emporter. Et quand quelqu'un meurt dans la tradition juive, on prononce cette phrase qui est écrite bien souvent sur les tombes,
On dit, et c'est ce que je dis maintenant à la mémoire de votre mari, père, grand-père et arrière-grand-père, Tien Nishmato, Tzroura, Betzror, Chaim, que son âme, que sa neshama soit Tzroura, ça veut dire accrochée au fil de nos vies. Mais Tzror, en hébreu, c'est exactement ce que tu as fait. C'est le fait de tracer un lacet, de tendre un fil entre des points pour que la structure tienne. Alors que la mémoire d'Henri Morland soit pour nous tous ce fil qui nous guide. Merci à vous.